Bonsoir. Donc, il y a eu un petit peu de mouvement, mais certaines personnes sont restées. Merci. Donc, on va entamer la session de présentation des groupes de travail de la SFPC. C'est important à plusieurs titres. Le premier élément, c'est que les groupes de travail sont finalement la force vive de la SFPC. C'est eux qui produisent des outils en lien avec la pratique quotidienne, la pratique du pharmacien clinicien en lien avec la thématique du groupe de travail. Et c'est aussi important pour que vous ayez une visibilité de ces travaux et peut-être vous impliquer, si vous le souhaitez, en fonction des groupes de travail. Donc on a fait une sélection de groupes de travail qui vont vous présenter leurs travaux avec leurs pilotes ou des personnes très impliquées dans le groupe. Et puis en amont, moi je vais vous présenter rapidement une mission qui m'a été confiée, que je suis en train de poursuivre en tant que secrétaire général de la SFPC, qui était de travailler sur ces groupes de travail et puis surtout de définir les liens entre les groupes de travail et le conseil d'administration et le conseil scientifique. Donc j'ai aucun lien d'intérêt, sauf peut-être celui d'être pilote d'un groupe de travail en lien avec cette présentation. Donc comme déjà évoqué, les groupes de travail sont les forces vives de notre structure, de notre société savante. Sans eux, tous nos outils finalement n'existeraient pas. La SFPC s'articule également avec un conseil d'administration et un conseil scientifique. La problématique qui a été soulevée, c'est qu'il y avait un manque de visibilité et puis peut-être une valorisation moindre des travaux des groupes de travail. Le lien avec la gouvernance de la société savante n'était pas clairement structuré, défini. Et puis, on avait une volonté que les groupes de travail travaillent aussi, et notamment, sur des axes en lien avec le plan stratégique de la société savante. Donc, on m'a confié cette mission par rapport aux groupes de travail. Donc la première étape, ça a été de faire une cartographie des groupes de travail, parce que c'est bien beau de dire qu'il y a des groupes de travail, mais il faut savoir quels sont les groupes de travail, lesquels sont actifs, comment sont-ils organisés, quelle est leur composition, et puis quels sont les travaux qu'ils ont faits. Et puis aussi, on voit que beaucoup de groupes ont des liens avec des sociétés savantes, des associations, des nombreux partenaires, et c'est intéressant pour la valorisation et pour la structure. Donc sur cette cartographie, je vous fais vraiment une synthèse. Le premier élément que je voulais vous mettre en avant, c'est quand même les nombreuses productions. Cette liste est absolument non exhaustive, mais c'était important de resituer un certain nombre de choses. Le guide méthodologique des études de stabilité des préparations, le bilan partagé de médication avec le mémo et le kit de formation, format plasma, le dossier en partenariat avec le CNIM, les bases de données des médicaments écrasables et voies sous-cutanées, format concile, le mémo de la conciliation, les indicateurs de pharmacie hospitalière, l'outil Actipé, qu'on ne présente plus, et en pédiatrie, POPI, CIRC, Antisèche. Tous ces outils et ces acronymes vous seront présentés par Sonia tout à l'heure. Et cette liste est non exhaustive. Donc vous avez beaucoup d'outils de votre pratique quotidienne qui viennent de la société savante, et ça, il faut quand même le souligner, et qui viennent d'un investissement fort des groupes de travail. Composition, très rapidement, en moyenne 9 membres par groupe de travail, une représentativité variable selon les groupes, mais il y a des officinaux, des hospitaliers et des hospitalo-universitaires. Mais on a également participation d'OMEDIT, de structures d'HAD, selon l'axe de travail concerné. Fonctionnement, réunions présentielles, 2-3 par an en moyenne, et puis des réunions téléphoniques et beaucoup d'échanges mails en intervalle. Des partenariats avec les sociétés savantes, des associations, d'autres types de partenaires. Par contre, ce partenariat reste à ce jour rarement formalisé, c'est-à-dire que c'est une personne du groupe de travail qui connaît très bien une autre personne d'une société savante. Et du coup, il y a un partenariat comme ça, et là, très informel. Et là, on va travailler sur cette formalisation de ces partenariats pour leur donner de la force et de la visibilité. Et puis, il y a aussi des partenariats entre les GT qu'on essaye et qu'on va essayer de valoriser. Qu'est-ce que nous disent les groupes de travail au cours de cette cartographie? Quelles sont les forces? Les forces, c'est leur taille, on va dire moyenne, ce n'est pas des groupes pléthoriques, donc au niveau du management de groupe, c'est quand même une force. Une représentativité d'exercice, officinaux, comme j'ai dit, CH, CHU, des hôpitaux spécialisés.
Une problématique commune, c'est-à-dire qu'une thématique commune des groupes de travail, autour de cette thématique, les groupes se fédèrent et les gens se fédèrent. Leur expertise, la bonne humeur. C'est peut-être anodin, mais c'est bien de travailler dans la bonne humeur et dans la motivation. Donc c'est important, avec vraiment finalement, au final, des groupes et des gens qui se soudent et qui deviennent, au-delà de collègues, parfois des amis. Et un partenariat fort avec les cliniciens. Donc c'est des points importants. Il y a des limites et des contraintes qui sont généralement un peu le corollaire de la force. C'est la composition, c'est la représentativité, des fois qui n'est pas pleinement parfaite dans le groupe de travail. La pérennisation, il y a des groupes de travail qui, ça fait 7, 8 ans qu'ils existent, voire plus, et puis ces groupes vivent, et puis les gens qui étaient dans les groupes, ils ont des évolutions professionnelles, et puis ça bouge. Donc cette pérennisation, des fois, peut être une limite dans la continuité et dans le management de l'organisation du groupe. Le périmètre est des fois pareil, un petit peu évoqué comme une contrainte qui est le chevauchement entre certains groupes de thématiques, donc entre de la méthodologie de pharmacie clinique et puis des populations ou des maladies chroniques. Les sociétés savantes qui sont finalement, comme je vous l'ai dit, un point important de partenariat, c'est généralement basé sur une personne, mais c'est surtout souvent, on va dire, on sort les rames et on essaye d'avoir ce partenariat et de le formaliser et ça prend du temps et pour autant c'est un point important. La disponibilité, ça reste du bénévolat. Donc, du coup, des fois, on a tous des vies professionnelles avec des surcharges de travail et des moments. Et donc, cette disponibilité peut être une limite dans la continuité des projets. Et la masse de travail, en lien, déjà, notre masse de travail professionnelle, plus ça qui se surajoute. Mais tous ces éléments, j'oserais dire, de disponibilité et de masse de travail, alors je vais parler pour ma part, mais sont généralement extrêmement gommés par le dynamisme et la bonne humeur et l'implication de chaque personne au sein d'un même groupe. Qu'est-ce qu'ils disent par rapport à la gouvernance également ? Ces groupes de travail souhaitent que le conseil d'administration leur définisse des besoins et des plans d'action et que ce conseil d'administration soit un support pour le lien avec les partenaires. Donc il y a vraiment une volonté que le conseil d'administration soit, on va dire, pas aux commandes du groupe, mais aux commandes de la société savante et donc aide ces groupes dans leur management et leurs travaux. Le conseil scientifique qui souhaite que ce soit un support méthodologique de recherche, de coordination de groupe et un lien avec les partenaires. Il souhaite des outils, notamment une plateforme de diffusion des outils produits par les groupes de travail. Alors ça, on est en phase d'y aboutir, d'avoir une plateforme notamment pédagogique. Et donc, sur cette plateforme pédagogique, il y a également un soutien technique, puisqu'il n'est pas tout de vouloir mettre des ressources pédagogiques sur une plateforme. Il faut les produire, il y a le contenu, et puis après, il y a la forme. Donc là, on est sur le soutien technique. Et plus de liens entre les groupes de travail. Après cette cartographie, il a été validé en conseil d'administration de restructurer les groupes de travail, de produire une charte de fonctionnement et une lettre de mission annuelle pour les groupes de travail et d'essayer d'améliorer le lien et les échanges avec la gouvernance de la structure. Donc vous trouvez sur cette diapositive le schéma des groupes de travail validés pour le mandat 2016-2019 de la Société savante. Donc vous avez une première série de groupes de travail qui vont être plus des groupes de travail méthodologie, donc avec un groupe de travail méthodologie de pharmacie clinique qui va regrouper, donc ça va être présenté après, donc la conciliation, l'ETP, l'entretien, et j'ai mis ENCO parce que je pense qu'il y a peut-être de la méthodologie qui va se développer dans les années à venir. Le groupe SVAPC, donc c'est le groupe standardisation, valorisation des activités de pharmacie clinique et le groupe gestion des risques simulation.
Ensuite, on a une autre série de groupes de travail, le groupe de travail population spécifique, pédiatrie, gériatrie, les pathologies rares, avec notamment le groupe PERMEDES. Et puis aujourd'hui, alors il y a une diapo un peu spécifique, mais je l'annonce tout de suite, donc nous allons créer 2 groupes de travail, un groupe de travail chirurgie et un groupe de travail optimisation des pratiques de préparation et de perfusion qui s'appelle O3P. Donc il y a officiellement une ouverture d'un appel à candidature pour ces 2 groupes de travail. Donc si des personnes sont intéressées, sur la diapo suivante, il y aura les pilotes et leur mail pour les contacter et puis candidater à ces groupes de travail. Ensuite, il y a en support le conseil d'administration, le conseil scientifique, la commission de pédagogie, la cellule communication et système d'information et la commission junior, puisqu'on a eu mercredi, premier jour du congrès, une réunion d'un groupe de travail de juniors, donc étudiants, internes, assistants et puis officinaux adjoints, pour créer une commission junior de la Société française de pharmacie clinique, pilotée par donc professeur Pierrick Bedouche, Sonia Prolabart et Thierry Béroux. Et on a également ce qu'on a appelé des travaux parcours, c'est-à-dire des travaux plus transversaux qui vont être en lien avec des groupes de travail, mais qui vont faire objet de compétences ou de thématiques plus particulières. La création des GT, je viens d'en parler à l'instant, mais donc vous avez sur cette diapositive donc pour le groupe de travail chirurgie donc qui sera piloté par Xavier Pourra, donc vous avez son mail, et pour le groupe de travail optimisation des pratiques de préparation et de perfusion O3P, 3 pilotes, le professeur Valérie Sautou, Dr Delphine Gabelgen et Dr Stéphanie Genet. Vous avez également leur mail sur la diapositive. Donc surtout, n'hésitez pas. On a une volonté quand même de standardiser on va dire les candidatures. Donc l'idée est d'envoyer, ça fait très formel, pardon, mais un CV puis une motivation avec vos domaines de compétences aux pilotes des groupes pour candidater. Le soutien des groupes de travail, donc la charte de fonctionnement. Donc la charte de fonctionnement a été rédigée, elle est en cours de validation, donc elle a été diffusée au sein du bureau de la SFPC. J'ai reçu quelques ajustements que je vais prendre en compte. Elle sera ensuite validée par le conseil d'administration et diffusée à l'ensemble des groupes de travail. L'objectif par cette charte n'est pas de contraindre, mais d'aider finalement les groupes et le CA et le CS pour savoir ce que les uns peuvent attendre l'un de l'autre. Et on va mettre en place un suivi des groupes de travail par le conseil scientifique et le conseil d'administration. On va dire qu'on n'est pas encore tous tout à fait d'accord sur le mode de suivi. Ce qui est certain, c'est qu'il y aura une lettre de mission qui sera mise en place pour chaque groupe de travail avec des objectifs, un planning prévisionnel permettant d'avoir un suivi des groupes de travail. J'en ai terminé pour cette partie, on va dire, introductive des groupes. Je tenais tout particulièrement à remercier les pilotes, les membres des groupes de travail qui s'investissent au quotidien pour faire vivre les travaux et puis pour produire pour la Société Savante un certain nombre de travaux en lien avec la pratique. C'est ça qui est important de rappeler. Et tous ceux qui participent de près ou de loin aux travaux des groupes de la SFPC. Je vais désormais passer la parole à Xavier Pourra pour le groupe méthodologie. Merci. Bonsoir à tous, merci Christelle pour cette introduction. Donc effectivement, sous ce terme de groupe de travail méthodologie, on a rassemblé un certain nombre de groupes qui travaillaient de façon un petit peu isolée, qu'on souhaiterait plutôt harmoniser au niveau du fonctionnement pour avoir un autre pendant aussi sur les parcours de soins, comme c'était indiqué dans la séance précédente, avec des parcours patients qui soient très ciblés. Donc ce groupe va représenter
bon, les liens d'intérêt, il n'y en a pas, à la fois le groupe éducation thérapeutique, dont je vais parler aussi au nom des deux Audrey qui sont là, le groupe conciliation et le groupe qui arrivera, sur lequel on a déjà beaucoup discuté tout à l'heure et depuis quelques temps maintenant, sur la priorisation pour les activités de pharmacie clinique qui sera aussi mis en place par le groupe méthodologie. Alors, ce qui nous importe effectivement à travers ce groupe de méthodologie, c'est de mettre en place des recommandations pour la mise en œuvre des activités de pharmacie clinique avec surtout la publication d'outils qui vont aider les collègues à mettre en œuvre effectivement ce qu'aura réfléchi le groupe autour d'une prise en charge. Également la production d'outils pour aider à la formation. Ces outils pourront être intégrés sur des bases et être partagés sous forme de e-learning, etc. Et également la diffusion d'outils ou la mise en place de formations, tel que ça a été fait pour Pharmaconcil et que ce sera fait pour le bilan partagé de médication. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ces 2 dernières années depuis Montpellier ? On a pas mal travaillé. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, à Montpellier, on avait diffusé à l'occasion du congrès le mémo sur la conciliation médicamenteuse dans l'établissement de santé. Eh bien, depuis, c'était une demande qui avait été faite par certains confrères au moment du congrès de dire qu'il y a un point d'ancrage qui est hyper important, c'est l'hospitalisation à domicile. Et effectivement, avec l'aide de nombreux collègues travaillant en HAD, public, privé, avec ou sans PUI, des pharmaciens d'officine, on a mis en place un groupe sur lequel on a travaillé et on a produit, vous avez été seulement informé au mois de décembre, un mémo sur la conciliation en HAD que je vous invite à aller voir sur le site de la SFPC. Également, nous avons avancé sur la publication du PREPS REVIM, qui était sur les échanges hôpital-ville avec conciliation à la sortie. Donc la publication a été soumise. On espère un retour heureux, pas trop rapidement malheureux, et heureux prochainement. Et également donc pour le groupe ETP, donc la finalisation et des communications autour d'une cartographie sur les pratiques d'ETP en France, avec une analyse quantitative au niveau des pharmacies d'officine. Alors ça va donner un article qui est en cours de rédaction. Le recensement pour mise en ligne d'outils pour la pratique, pour aider les collègues, des outils pédagogiques, ETP, sur l'adhésion thérapeutique et le suivi de cette adhésion thérapeutique, et également des fiches d'information sur des thématiques ciblées sur certaines thérapeutiques qui peuvent donner lieu à mise en place de projets éducatifs. Également un référentiel de compétences pour le pharmacien investi dans un dispositif éducatif, alors en collaboration avec les sociétés savantes, ça c'est hyper important pour nous, c'est pour travailler avec les sociétés savantes médicales ou soignantes, donc pour la greffe rénale avec la Société française de néphrologie, de dialyse et transplantation, l'angio-induenne bradykinique avec le groupe CRAC, et en cours il y a un travail qui est fait sur le diabète, sur les AVC, sur les rhumatismes inflammatoires chroniques et l'insuffisance cardiaque. Également des communications à venir sont mises en ligne sur le site pour des référentiels validés, également là aussi un article à suivre prochainement. Christelle vous l'a annoncé, en fait on souhaiterait également travailler prochainement en collaboration entre le groupe conciliation et le groupe ETP sur l'entretien patient. Alors l'entretien, c'est pas comment réaliser un entretien de conciliation ou réaliser un entretien éducatif, ce sera sur la méthodologie de tenue d'un entretien, avec le côté plutôt psychologique d'abord du patient, quel mot utiliser, comment s'approprier le patient à travers de sa chambre d'hôpital ou à travers une consultation pharmaceutique. Donc effectivement, c'est un travail qui va être mené très rapidement, prochainement, on l'espère qu'on pourra vous présenter au prochain congrès. Également des entretiens sur l'adhésion thérapeutique. C'est très important, les 3 phases, initiation, implémentation et persistance. La persistance étant pour moi indispensable avec le relais sur la ville. Également les entretiens motivationnels, qui évidemment ont tout leur sens sur certaines pathologies. Et enfin la priorisation, on a déjà parlé, donc pour aider à mettre en place des outils pour prioriser effectivement la mise en place du bilan partagé de médication dans certains groupes de patients et ou des plans pharmaceutiques personnalisés. Voilà, donc vous avez les mails des différents acteurs de ces groupes, leaders. N'hésitez pas, comme l'a dit Christelle, pour ceux qui souhaiteraient participer, par rapport au thème qu'on vient d'indiquer, eh bien de nous contacter et de façon à ce qu'on puisse, avec votre CV, une lettre de motivation, vous répondre au plus vite. Merci.
propose qu'on fasse les questions tout à la fin. On va passer la parole à Ornella Connor pour le groupe standardisation, valorisation des activités de pharmacie clinique. Bonjour à tous, merci de me donner cette opportunité de présenter le bilan 2017 sur ce groupe que je co-anime avec Michel Juste maintenant depuis 14 ans, donc c'est un groupe ancien. Et comme tout groupe un petit peu ancien, eh bien nous avons un renouvellement des membres, nous avons eu cela en 2017. Et nous avons accueilli Magali Bourdelat de Villefranche-sur-Saône et puis Audrey Janoli du Médil, et toutes les deux sont venues enrichir par leurs travaux la réflexion au niveau de ces standardisations et valorisations d'activités. Nous avons également de façon très ponctuelle accueilli tous les pharmaciens qui souhaitent travailler avec nous, notamment ceux qui souhaitent exploiter la base de données qu'administre royalement Pierrick Bedouche. Et nous avons eu une demande en 2017 de Stéphane Garcia, donc un pharmacien lyonnais. Et nous avons amorcé également un travail avec le groupe Valsny de Villefranche-sur-Saône et puis des hôpitaux nord-isérois. Donc vous avez le nom des différents pharmaciens qui ont fait un travail remarquable. Et comme tout travail existant, eh bien, il conviendrait de le partager avec nous. Et nous allons travailler ensemble. Ainsi, les travaux finalisés en 2017, c'est avant tout une version actualisée d'Actipé que vous connaissez bien sûr, avec l'échelle maintenant Cléo, que vous aviez vu apparaître en 2016 et qui est maintenant fonctionnelle, avec en ligne une description de vos IP que vous souhaiteriez valoriser économiquement. Enfin, vous avez également les newsletters d'Actipé qui apparaissent de façon trimestrielle, avec des statistiques de toutes les IP qui sont faites au niveau national par les pharmaciens qui renseignent sur cette base de données. Enfin, nous avons contractualisé des études sur la base des données d'intervention pharmaceutique et nous avons finalisé celles qui concernent l'interaction entre alpha-bloquants et inhibiteurs des cytochromes P450. C'est le travail mené par Stéphane Garcia et qui a donné lieu à des publications. D'autres publications également, puisque vous savez que nous avions fait une codification plus particulière officinale. Cette codification a donné lieu à une validation, également par des pharmaciens de ville, que nous avons publiée. Et enfin, Cléo, nous avons la première étude qui sort, qui est sous presse. Des travaux sont bien sûr en cours, toujours avec des contractualisations d'études. Et bien entendu, la base vous est ouverte, donc si vous voulez participer, si vous souhaitez vous associer à des travaux parce que vous avez des idées, n'hésitez pas. Nous faisons à l'heure actuelle des analyses sur les IP, plus particulièrement les IPP. La finalisation est prévue en 2018. Et puis nous avons aussi des possibilités de travail entre groupes et avec le groupe gériatrie, Christelle Mouchoux, nous travaillons aussi sur les benzodiazépines. Enfin, grâce au partenariat avec le groupe Valsny, nous mettons enfin le thésaurus des IP qui seront en fait des rédactions d'avis pharmaceutiques. Ces rédactions sont faites actuellement par le groupe Valsny sur leur région et il serait tout à fait intéressant de le partager entre nous. Et donc, nous allons le valider au fur et à mesure de ces productions avec les groupes concernés SFPC impliqués, qui seront impliqués par exemple en gériatrie, en pédiatrie, etc. Peut-être en chirurgie lorsque le groupe sera finalisé. Et puis nous aurons pour une dynamique de ce thésaurus des publications régulières qui paraîtront dans le journal de la Société savante. Les projets 2018 à plus long cours, bien sûr, ça sera dans l'immédiat la mise en place du thésaurus, des aides statistiques et de data management pour Actipé, si on veut avoir des travaux issus de cette base de données qui est énorme actuellement et il faut s'en donner les moyens, donc ça sera à voir avec le CA. Une évolution du contenu également de la newsletter. Pour l'instant, nous avons des statistiques simples, mais on peut imaginer que de temps en temps, un certain nombre d'entre vous pourraient illustrer une IP complexe, un travail qu'il aurait réalisé pour faire bénéficier toujours les autres membres, ou alors des avis issus de ce fameux thésaurus.
Enfin, l'exploitation de la base de données sur les erreurs médicamenteuses, car comme vous le savez, depuis quelques années, depuis 2013, nous avons une coche sur Actipé qui concerne les erreurs informatiques. Et donc, on a un recul suffisant maintenant pour voir ce que ça donne sur l'épidémiologie de cette typologie d'erreurs. Enfin, un lien aussi avec le groupe conciliation que l'on aimerait mettre en place, puisque nous avons également depuis 2 ans une petite coche sur la conciliation. Et donc, ça serait tout à fait intéressant d'avoir une épidémiologie là-dessus, et ça serait tout à fait un travail collaboratif entre groupes. Voilà, je terminerai en vous laissant les coordonnées des différents membres pour que vous ayez la possibilité de nous interpeller ou de vouloir travailler, si vous souhaitez travailler avec nous. Merci. Merci Ornella. Donc, je vais présenter le groupe gestion des risques et simulation. Donc, ce groupe est piloté par Rémi Collomb, qui m'a laissé la parole pour le groupe de travail. Donc, l'idée, bien évidemment, de la gestion des risques, on est sur un groupe qui travaille à la fois gestion des risques et simulation, donc avec définition de situation a priori et d'organisation, a posteriori donc la remède, l'outil remède et la simulation pour mettre en place des situations pour finalement former les gens. Donc parmi les productions du groupe, donc il y a en partenariat avec l'ASFAR et donc sur des organisations à risque avec l'ANAP et l'IQS, notamment le guide sur les préconisations pour la prévention des erreurs médicamenteuses en anesthésie et en réanimation. Par rapport à la remède, donc une volonté de développer e-learning, DPC et EPP, toujours en partenariat avec l'ASFAR et la CEFAR. Au niveau de la gestion des risques, de la simulation et de la gestion des risques, différentes thématiques pour l'aspect simulation, la cancérologie, la radiopharmacie, les erreurs médicamenteuses et la prise en charge médicamenteuse du patient, et le lien avec la réalité virtuelle 360. Voilà, donc du coup, il n'y a pas plus loin. Donc voici pour le groupe gestion des risques simulation, qui est un groupe qui produit beaucoup de choses. Et donc pareil, n'hésitez pas, vous avez sur le site, d'ailleurs je ne l'ai pas dit tout à l'heure, sur le site de la SFPC, beaucoup des informations sur les différentes productions des groupes de travail. Donc on va passer à une deuxième série de groupes de travail. Donc je vais demander aux personnes présentes sur la scène de laisser la place, donc à Sonia Prolabart pour le groupe pédiatrie, et également aux représentants du groupe Permedes. Alors je crois que c'est Valérie que j'aperçois là, et puis je ne sais pas si elle monte toute seule ou s'il y a quelqu'un d'autre qui vient avec toi. Donc c'est le groupe pédiatrie qui va présenter en premier. Donc moi je vais vous présenter de façon très brève un des travaux réalisés par le groupe pédiatrie. Je vous ai mis en rappel les différents membres de ce groupe. Donc vous voyez qu'il y a des gens d'un peu partout en France. Je voulais remercier spécialement Jean-Eudes, Dominique et Sandrine qui ont animé avec moi l'atelier. Et puis aussi Valentine qui a participé à la réalisation des diapos pour l'atelier mais qui n'était pas présente aujourd'hui. Donc aucun lien d'intérêt. Donc je vais uniquement vous parler de l'outil Poppy, dont je vous parle à chaque fois, c'est un peu un leitmotiv, mais je vous raconte où on en est. Donc c'est un outil qu'on a développé en se basant sur les outils similaires de gériatrie entre les Starstop et les BIRS, et en se disant on pourrait développer un outil similaire en pédiatrie, avec le contexte totalement différent. On est évidemment moins polymédicamenté et ce n'est pas les mêmes pathologies. Donc on s'est basé sur des pathologies fréquentes et non graves de l'enfant, c'est-à-dire qu'on n'a pas parlé de méningite, mais par contre on a parlé de toux, de poux, voilà, des vrais problèmes des enfants. Et on a fait valider cet outil par une méthode Delphi avec des pédiatres, des pharmaciens, qu'ils soient hospitaliers ou libéraux,
Et on a publié cet outil d'abord dans PLOS ONE et après on a publié la version française dans les archives de pédiatrie. Donc à titre d'exemple, on en a parlé dans l'atelier, par exemple pour la prise en charge des nausées, vomissements et du reflux, on a fait des items très simples. Il ne faut pas prescrire du méthoclopramide, il ne faut pas prescrire de la domperidone et inversement, il ne faut pas oublier les solutés de réhydratation orale. Voilà, donc c'est assez simple d'utilisation. Malgré tout, comme il y a une centaine d'items, c'est pas forcément aisé de les avoir tous en tête. Donc d'abord, on a essayé de tester, voir si plusieurs utilisateurs étaient capables de détecter les mêmes omissions ou les mêmes prescriptions inappropriées à partir de dossiers identiques. Donc ça, c'est une publication qui est en cours de validation. On a eu déjà des retours des relecteurs de la revue. On a également regardé sur des prescriptions d'hôpital et d'officine a posteriori ce que l'outil était capable de détecter. Donc ça, on en avait déjà parlé précédemment. Après, on essaye petit à petit de le déployer. On avait l'idée de le tester sur la base de données du SNIRAM pour voir si, à l'échelle française, sur des données de remboursement, on était capable de chiffrer le nombre de prescriptions concernées détectées par cet outil. Et puis, on a eu pour le POPI6, donc l'étude multicentrique prospective qu'on veut lancer, on a eu un financement de la NSM en toute fin d'année dernière pour le réaliser. Donc, on est très content de ça. Maintenant, il faut qu'on continue à avancer. Et donc, l'idée, c'est de développer, donc on veut le mettre sur une application pour qu'il soit plus aisé. Comme je vous disais, une centaine d'items, c'est pas forcément simple de les avoir tous en tête. Donc que les praticiens puissent aller directement noter l'âge et le poids du patient, la pathologie, et puis voir peut-être les dizaines d'items qui les concernent directement. Donc l'objectif de cette étude multicentrique prospective, c'est de voir l'impact de l'utilisation de POPI, d'abord sur les prescriptions inappropriées en pédiatrie, et puis après de voir aussi au niveau des omissions, les nombres d'interventions pharmaceutiques qui peuvent être réalisées grâce à lui, de voir s'il est facile d'utilisation, de faire un retour sur les utilisateurs pour voir si on peut l'améliorer, le temps qui est nécessaire également à son utilisation par patient. Donc on a 7 centres dans 6 villes différentes qui vont être inclus. Donc il y a Paris, Grenoble, Lille, Rouen, Toulouse et Lyon. Avec le plan expérimental qui va être celui-là, c'est-à-dire on a 14 mois d'études. Pendant les 2 premiers mois, aucune ville n'utilise l'outil. Donc, par contre, elle collecte des données de prescription de patients, c'est-à-dire il y a 5 patients par mois, un jour donné, on va dire, vous collectez 5 prescriptions d'enfants. Après, du 2 au 4e mois, il y a une première ville qui va commencer à utiliser POPI en vrai et qui va dire « Ah bah tiens, ça m'a permis d'éviter d'oublier ça » ou « Ça m'a permis d'éviter de prescrire ça ». Et puis petit à petit, les villes vont se convertir au fur et à mesure. Donc l'idée, c'est de le faire pas seulement à l'hôpital, de le faire vraiment également dans les cabinets des médecins généralistes, dans les cabinets des pédiatres, dans les pharmacies d'officine. Donc par ville, dans les 7 villes, à chaque fois, on va essayer de recruter, ce qui ne va pas être simple, 30 praticiens en ville, en milieu communautaire, donc 10 pédiatres, 10 médecins généralistes et 10 pharmaciens qui vont jouer avec au fur et à mesure du déploiement de l'étude. Il n'y a plus qu'à. Donc voilà, ça c'était ce matin au petit déjeuner, on était presque réveillés. Et voilà. Merci Sonia. La parole au groupe Permedes, donc à Valérie Chamoire. Voilà, notre ami Rémi nous a quittés et est parti, donc voilà, il me laisse la charge de présenter un petit peu nos travaux. Donc c'est un groupe aussi un petit peu historique qui fonctionne depuis de nombreuses années avec une représentation à la fois de différentes villes et différents types de structures, à la fois CH et CHG, CHU et CHG. Alors, nous avons beaucoup travaillé en termes de production. C'est vrai que l'année 2016-2017 nous a beaucoup, on a été beaucoup concentré sur la problématique du plasma, plasma qui était devenu médicament. Et à cette occasion, nous avions créé, peut-être certains d'entre vous ont déjà consulté effectivement ce e-learning format plasma, qui était et qu'on a mis à disposition sur le site de la SFPC dès l'année dernière, je crois, c'est ça. Et on avait vraiment un objectif de formation et d'un accès à cette formation, un accès le plus large possible, d'où cette mise à disposition, je dirais,
assez facilité, contrairement au choix qui avait été fait, je crois, pour d'autres types de formations, comme par exemple Format Concile, puisque l'objectif, c'était vraiment de le diffuser au maximum. Et ce e-learning a été complété cette année par une production à l'aide d'un film, en fait, qui s'intitule aussi Du plasma dans mon PUI, qui a été intégré à ce module. Et donc, qui vient vraiment compléter et décrire concrètement, puisqu'il y a des aspects, en fait, pratiques qu'il fallait envisager et décrire de manière assez précise, comme les étapes de décongélation, etc., qui sont vraiment mises en scène dans ce film. Au passage, nous avons, en termes de production aussi cette année, mis à disposition, et c'est le cas là dès aujourd'hui sur le stand de la SFPC, le fameux livret guide d'administration des médicaments dérivés du sang et analogues recombinants, qui donc fait l'objet d'une nouvelle actualisation. Alors au passage, c'est la 14e version, donc ce qui illustre bien l'ancienneté en fait de nos travaux. Pour information, ce document est aussi en accès libre sous format PDF sur le site de la SFPC, mais on tient toutes les fois et à chaque fois à mettre à disposition un format papier, puisque concrètement, c'est quelque chose aussi d'important à consulter au quotidien dans nos unités de soins. Donc voilà, vous pouvez en disposer et passer sur le stand. A priori, on a prévu suffisamment d'exemplaires. Tout à l'heure, Christelle faisait allusion à des partenariats, l'importance des partenariats, d'une part avec les sociétés savantes. Alors, avec notre casquette un peu spécifique autour de tout ce qu'on déploie autour des maladies rares, je voulais aussi insister sur les partenariats avec les filières de soins, maladies rares. Ça, c'est quelque chose d'important et je pense qu'effectivement, la phase de contractualisation sera une démarche aussi importante parce que je pense que ça améliorera la lisibilité. Parce que, comme dit Christelle, les partenariats, enfin les connexions individuelles se font très bien. Et c'est pour ça qu'on travaille aisément avec ces structures. Mais je crois que le fait de rendre ces démarches un peu plus formelles, institutionnelles, eh bien, ça permettra de renforcer et de prolonger au-delà des individus propres et des relations qu'ils peuvent avoir, d'instaurer une démarche tout à fait lisible par rapport aux différentes sociétés savantes et en tous les cas la nôtre. Tout à l'heure, on parlait aussi finalement de thématiques qui étaient un petit peu, qui pouvaient être un peu communes entre les différents groupes de travail. Là, très clairement, on a fait une démarche importante au niveau de la rédaction de référentiels, notamment dans le domaine de l'éducation thérapeutique, dans les maladies hémorragiques constitutionnelles, parce qu'on avait l'opportunité de travailler avec les filières maladies rares, mais également, et c'est un autre aspect des partenariats que je voulais évoquer ici, les associations de patients. Et ça, je crois que c'est aussi également très précieux. Donc je veux citer ici l'Association française des hémophiles, mais pas que. Il y a des choses qui sont en train de se tisser aussi avec notamment l'association IRIS, c'est-à-dire les patients présentant des déficits immunitaires. Donc là aussi, je pense qu'il faut qu'on continue à travailler ainsi. Et bien entendu, on a déjà échangé avec les groupes de travail de la SFPC à ce sujet, mais peut-être qu'il faut qu'on formalise et qu'on aille plus loin dans nos échanges et dans les productions qu'on a l'opportunité de faire ça et là. Je voulais également citer en termes de formation un partenariat qui a été aussi important d'un point de vue, on va dire, politique, qui est celui qu'on a créé avec l'Institut national de transfusion sanguine, toujours sur le plasma. Vous savez que c'est un sujet qui a été un peu éminemment politique dans les mois précédents et donc on a eu cette opportunité de faire en partenariat avec les gens qui font de la transfusion, donc c'était une forme de reconnaissance quand même quelque part, de monter une formation à destination des pharmaciens et des préparateurs en pharmacie hospitalière autour de cette thématique. Enfin, on voulait citer aussi l'action que l'on a et de manière réitérée auprès des tutelles. Je veux citer principalement la NSM, puisque vous savez qu'une des spécificités des médicaments qui sont un petit peu dans notre scope sont les problématiques liées aux approvisionnements et aux tensions. Et là, c'est
Maintenant, c'est plus l'apanage exclusif des MDS, mais en tous les cas, c'est très prégnant dans cette catégorie. Voilà, je veux citer les immunoglobulines, par exemple, mais pas que. Et donc, dans ce contexte, on est sollicité et je pense qu'on apporte une plus-value intéressante pour se porter écho de ces problématiques. Je citerai donc également les problématiques qu'il y a eu autour de la prise en charge de patients souffrant d'angio-œdème et donc ça en partenariat avec le CREAC qui a été évoqué tout à l'heure précédemment par le groupe ETP. Voilà une illustration de ce fameux guide. Voilà. Sur un petit retour quand même sur notre e-learning, puisque donc il est disponible aussi sur le site de la SFPC, mais également sur la plateforme donc de l'université de Rouen. Au final, donc, c'est Rémi qui a écrit ça. Vous voyez qu'il est très engagement tenu, certes, puisqu'on a eu on a relevé 533 inscrits. Avec un test d'auto-évaluation au début de formation, il y avait 5 séquences de formation, un test à la fin, un questionnaire d'évaluation des formations, un certain nombre d'outils aussi mis à disposition sous forme de checklist et le fameux film auquel je faisais allusion tout à l'heure. Voilà une image du film, on ne va pas aller plus loin. Et au-delà de nos 2 seules personnes, bien sûr, tous les membres du groupe peuvent être contactés individuellement et on appelle de nos voeux la participation, la sollicitation d'autres personnes si l'opportunité se présente. Merci. Merci Valérie. On va finir très rapidement avec le groupe gériatrique. Je vais rapidement vous présenter un bilan. Donc le groupe gériatrie, donc, que j'ai la chance de piloter depuis maintenant plus de 7 ans. Donc vous avez là la liste des membres. Donc je vais juste les citer individuellement parce que je trouve que c'est quand même important. Il n'y a que moi qui est sur scène et tout le monde est très actif dans le groupe. Donc je vais aller un peu vite, mais donc Chloé, Lise, Philippe, Mathilde, Camille, Emmanuel, Félicia, Caroline, Prudence, Marilyn, Aline, Stéphanie, Rachel, Hélène, Julien et Aurélie. Donc toutes ces personnes sont des personnes qui sont arrivés depuis le début ou qui nous ont rejoints récemment. Et donc tout le monde est très impliqué. Et puis vous avez vu un certain nombre de membres du groupe gériatrie dans les 3 ateliers que le groupe a pu animer au cours de ce congrès. Les objectifs généraux, c'est d'améliorer le bon usage des produits de santé et sécuriser la prise en charge médicamenteuse du patient âgé avec, on va dire, 2 axes prioritaires, l'administration par voie orale et par voie sous-cutanée et l'optimisation et la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse. Donc pour le premier point, donc, on a initialement travaillé sur un fichier Excel pour les données d'écrasabilité des médicaments, qui est devenue une base de données qui parfois bug, on le sait, donc on essaie de régler les problèmes un petit peu au fur et à mesure. Les éléments par voie sous-cutanée qui figurent dans la base ne sont pas encore optimales et on s'en excuse, mais elle a été mise en ligne et on est en train de corriger le tir. Donc on a eu de nombreuses communications affichées et écrites par rapport à ces travaux et avec un relais notamment dans le guide de PAPA normalement qui devrait arriver. Après, sur le volet recherche, donc, il y a l'étude OPMED qui a démarré il y a longtemps maintenant, qui est désormais terminée. Nous avons gelé les données et donc on est en train de se lancer dans les analyses statistiques où l'objectif était de voir l'impact d'outils type Stop Start et Beers-Laroche sur les prescriptions inappropriées chez des patients âgés hospitalisés en court séjour notamment. Alors maintenant, c'est vrai qu'il y a des publis sur ce domaine, mais malheureusement, la recherche clinique est un peu longue. Et des fois, quand ça arrive à sa fin, il y a déjà des travaux qui ont eu lieu en cours de temps. Mais pour autant, on a plus de 2000 patients inclus, donc on a du volume et on espère avoir des résultats intéressants. 2 travaux en cours sur la base actipée, les benzodiazépines et le tramadol, avec une évolution depuis la création de la base actipée des interventions pharmaceutiques concernant le patient de plus de 65 ou 75 ans selon le thème et l'évolution depuis la création de la base. L'autre projet qui nous a occupé énormément cette année passée et qui va continuer de nous occuper, c'est la nouvelle mission du pharmacien d'officine qui est le bilan partagé de médication avec la création d'un kit de formation, e-learning et formation présentielle et un mémo conciliation.
Poursuivre encore et encore, j'oserais dire, donc à la fois les travaux et les communications. Je suis heureuse de vous annoncer qu'après un petit peu de bataille, mais on y est arrivé, nous avons pour 2018 le challenge de créer un groupe commun avec la Société française de gériatrie et gérontologie. Donc on aura un groupe commun SFPC-SFGG autour du bon usage du médicament chez la personne âgée. Dans les perspectives, création d'une boîte à outils de pharmacie clinique en gériatrie. Et tout à l'heure, au décours de l'atelier, d'autres perspectives sont venues, notamment le plan pharmaceutique personnalisé en gériatrie, et puis ses différents modules, et développer des outils de formation. Voilà, j'ai été un petit peu rapide, mais pour essayer de tenir le timing, puisque je crois qu'on l'a déjà un petit peu dépassé. Donc nous vous remercions de votre attention. Je ne sais pas s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a eu des questions ? Rien ne s'affiche sur nos deux écrans devant, donc on va considérer qu'il n'y a pas de questions et on va laisser la place au retour des appels à projets des GOS. Merci.